À l'occasion du mois de la sensibilisation aux jeux problématiques en mars, ce webinaire propose aux parents une meilleure compréhension des risques liés aux jeux vidéo et mobiles. Guy intègre de plus en plus d'éléments de hasard. Découvrez comment identifier les mécanismes de jeu passés sur la chance, comprendre les comportements à risque des jeunes et explorer l'impact de l'argent virtuel. Des stratégies concrètes seront présentées pour encadrer l'utilisation des appareils et engager un dialogue constructif avec vos enfants. Alors, sans plus tarder, je vous invite à accueillir chaleureusement notre animateur de ce soir, Nick. Merci et bonne session à toutes et à tous. Je vous laisse la parole, Nick. Merci beaucoup, ma belle, et merci beaucoup au PPE pour m'inviter encore une fois pour avoir une type de discussion avec certains parents qui sont peut-être inquiets à propos de l'interaction que leur jeune a avec les jeux vidéo ou juste simplement pour encore apprendre un peu plus pour eux autres mêmes. Euh, je travaille pour le programme de sensibilisation des jeux de hasard chez les jeunes. On s'appelle souvent juste le PSGG. Puis on offre tout plein d'ateliers de ce genre-là. Spécifiquement aujourd'hui, ça va être gambling. Puis les sujets qu'on va aborder, ça va être sur c'est quoi les jeux de hasard, puis la culture des jeunes, comment ils s'impliquent ensemble. La jeunesse et les comportements risqués, comme les jeux de hasard, les jeux vidéo, peut-être les problèmes aussi avec les médias sociaux. On va discuter à propos des microtransactions et certains jeux de hasard qui se retrouvent dans des jeux vidéo très populaires, ainsi que comment réduire quelques risques potentiels, puis comment avoir ce type de discussion-là avec les jeunes, les enfants, peut-être les jeunes avec qui on travaille, si on est enseignant ou enseignante. Puis on va aussi partager certaines ressources ou informations de référence qu'on pourrait aussi partager par la suite de l'événement avec l'enregistrement. Juste pour vous donner encore une chance pour faire plus d'études si vous voulez et vous informer encore plus. Donc, on va juste commencer maintenant en expliquant un peu plus à propos de mon programme, à propos du PAGG. C'est un programme neutre par rapport au jeu. Donc, on essaie vraiment juste de présenter des deux côtés, quels sont les positifs, quels sont les négatifs, avec une perspective équilibrée. Parce que par la suite, on pourra faire la meilleure décision pour nous-mêmes, puis comprendre quelques risques, quelques conséquences qu'on devrait peut-être éviter, ainsi que de quelques signes d'un problème qu'on va peut-être noter pour voir si nos enfants ou les jeunes ont un signe d'un problème de jeu d'hasard ou de jeux vidéo. On va aussi vous partager quelques stratégies de réduction de méfaits, donc comment réduire les conséquences, comment réduire certains risques qui sont associés avec les jeux d'hasard et avec les jeux vidéo. Il va y avoir quelques occasions où ce qu'on va avoir besoin de vos opinions, de vos expériences, de savoir de qu'est-ce que vous en pensez sur certains sujets. Il va aussi avoir des questions à choix multiples où ce qu'on va juste vous demander de répondre à la meilleure de vos capacités, de vos habiletés dans la boîte de chat pour qu'on puisse continuer avec la présentation. Mais en premier, on aimerait juste définir c'est quoi qu'on considère comme un jeu d'hasard. Puis pour nous autres au PSGG, on le considère comme lorsque vous risquez quelque chose de valeur sans savoir si on va gagner ou si on va perdre. C'est pas juste les jeux traditionnels qu'on voit au casino ou qu'on voit sur les paris sportifs en ligne, mais ça peut être juste gager de l'argent ou risquer de l'argent pour voir qui va gagner un match de basketball contre nos amis, qui va gagner un match de jeu vidéo contre nos amis. Toutes ces instances-là, si on risque quelque chose de valeur, ça peut être considéré comme un jeu de hasard. Donc, ça va y avoir toujours un élément de quelque chose qui va être parié, toujours un élément de chance où ce qu'on peut-être on va gagner ou on va perdre, puis il va y avoir un prix à la fin, comme peut-être d'autres argent à un autre jeu vidéo qu'on va gagner de nos amis ou d'autres exemples comme cela. Les jeux de hasard traditionnels, comme j'avais dit, c'est les jeux de casino, les ligues de sport fantasy, quelques jeux de cartes, les jeux de dés aussi, les billets de loterie, les billets à gratter, le bingo, le course de chevaux, puis les jeux de hasard en ligne. Puis ils ont tout en commun qu'il y a quelque chose qu'on doit mettre en risque, quelque chose qu'on doit risquer, quelque chose qui est misé. Donc, c'est peut-être l'argent ou une différente représentation de l'argent, comme les poker chips, comme les différentes monnaies qui se retrouvent dans certains jeux vidéo. Il va toujours avoir un élément de chance qui est hors de notre contrôle, donc la possibilité de perdre
ou de gagner, on n'est pas au courant de qu'est-ce qui va arriver avant que l'événement soit fini. Les prix sont souvent vraiment divers. Ça peut être n'importe quoi, soit de l'argent, peut-être une carte Pokémon, par exemple, pour les jeunes. Peut-être il va y avoir une auto comme prix aussi, si on veut essayer de gagner à un billet à gratter ou une loterie. Il pourrait y avoir des différents prix. Puis maintenant, j'ai la première question pour vous autres. Puis ça va être à choix multiple. Donc, encore une fois, on va juste vous demander de répondre à la question avec la boîte de chat. Juste poser soit le A, B ou le C juste dedans. Mais la question, ça va être quel groupe d'âge est le plus à risque de développer un problème de jeu? On a option A pour les adolescents, option B pour les jeunes adultes, option C pour les adultes ou option D pour les personnes aînées. Donc, on va donner quelques moments juste pour répondre dans la boîte de chat. Puis on peut voir qu'il y a déjà un vote pour A, puis maintenant deux votes pour A. Donc, nous deux, on croit bien que c'est les adolescents. Et on va vérifier en ce moment. Puis dans le fond, ça va être les adolescents puis les jeunes adultes. Ces deux groupes-là sont significativement plus susceptibles de développer un problème de jeu à cause du développement du cerveau qui se prennent place juste avant l'âge de 25. Notre cerveau n'est pas complètement développé avant cet âge-là. Donc, on a des différentes difficultés qui font en sorte qu'on est plus susceptible de développer un problème de jeu lorsqu'on est jeune. On va vérifier de comment ça fonctionne dans quelques diapositives, mais on va juste continuer pour l'instant pour vérifier s'il y a des activités qui pourraient être considérées comme un jeu d'hasard qui sont traditionnellement pour les jeunes comme les cartes Pokémon, les cartes de hockey, les cartes Yu-Gi-Oh!, tous ces types de choses-là. On veut juste se demander, est-ce qu'il y a quelque chose de parier? Puis dans ces cas-là, souvent, ça coûte de l'argent, ça coûte 6 8 par exemple. Puis ce serait ça, qu'est-ce qu'on est en train de mettre à risque ou de parier lorsqu'on participe à ces types de collections, à ces types de jeux. La plupart du temps, on n'est pas garanti d'avoir une carte de haute valeur ou une carte rare, si on veut. Dans le fond, c'est basé sur la possibilité de gagner quelque chose, basé sur la chance de se retrouver une carte de haute valeur. Mais ça serait ça le prix. Peut-être une carte comme Charizard, peut-être une carte comme Blastoise, des différentes cartes pour les options de Pokémon qui seraient très intéressantes puis peut-être encourager les jeunes de s'acheter plusieurs paquets de cartes juste en recherchant une carte de haute valeur. Puis dans ce sens-là, c'est très similaire. C'est dans le fond un jeu d'hasard lui-même parce qu'on doit risquer de l'argent pour la chance de gagner un de ces prix-là. Juste en continuant, les tirages au sort, si on considère le prix d'un de ces billets, souvent, c'est vraiment pas cher. Ça peut être 2 ça peut être 5 mais il y a l'effet de peut-être chasser pour ces différents prix, chasser pour une victoire. Donc, on va se payer plusieurs billets. On va risquer à plusieurs reprises 2 10 puis ça peut être vraiment beaucoup plus de ce qu'on peut permettre de dépenser. Mais on joue juste pour une chance de gagner. Les jeunes, évidemment, on va peut-être chasser un prix spécifique à la place de juste de l'acheter. On va prendre ces chances à ces types d'activités-là pour les gagner. Une autre option, un autre jeu de hasard non traditionnel qu'on va peut-être pas considérer comme un jeu de hasard, ça serait les machines à griffes. Où ce que, encore une fois, on doit parier peut-être un billet de l'arcade, peut-être un token spécifiquement, peut-être 2 1 vraiment des prix minimes. Mais on n'est pas garanti de gagner un des jouets qui se retrouvent dedans. On n'est pas garanti de se retrouver un de ces pandas-là, de le gagner. Puis on n'est pas vraiment au contrôle des machines à griffes parce qu'il n'y a pas de règle de comment ils doivent fonctionner. Chaque propriétaire, ils peuvent le fixer pour seulement fonctionner sur certains temps du jour. Peut-être les griffes sont trop petits ou sont pas assez fortes pour prendre certains prix, qui va peut-être nous encourager d'essayer encore une prochaine fois. Si on n'était pas capable la première, on va dépenser un autre 2 un autre billet, un autre jeton d'arcade qui fait en sorte qu'on peut rester pris dans un cycle de chasser les pertes sur ces types de machines-là. Puis ils sont rendus vraiment populaires. Il y en a qui se retrouvent à Ottawa, où ce que je demeure en ce moment, dans les centres commerciaux comme Place d'Orléans, Saint-Laurent, le Centre Rideau aussi. Il y a tout plein de magasins de machines à griffes maintenant où ce qu'on fait juste se payer pour des chances de gagner un prix.
Mais c'est quoi les risques potentiels? Puis il y avait quelques recherches qui ont été faites qui ont conclu que l'utilisation fréquente de ces machines dans l'enfance est associée à des problèmes de jeu plus sévères à l'âge adulte. Parce qu'on développe l'habitude de risquer de l'argent pour prendre des chances de gagner quelque chose, à la place de juste acheter l'objet, on va risquer à plusieurs reprises, on va chasser la victoire nous-mêmes, on va essayer de le gagner qui causent quelques problèmes, puis on crée des habitudes qui vont se retourner plus tard dans la vie lorsqu'on a peut-être plus d'argent, lorsqu'on a plus de stress, lorsqu'on a notre propre emploi, qui fait en sorte qu'on est plus susceptible à développer des problèmes plus tard dans la vie aussi. J'ai une autre question à choix multiple pour vous autres. Donc, encore une fois, on peut juste utiliser la boîte de chat pour répondre. La question qui va être en moyenne, à quel âge le cerveau est-il considéré comme pleinement développé? Il y a quatre options. Il y a 16 ans, 18 ans, 21 ans ou 25 ans. Donc, je veux juste demander vos avis de qu'est-ce que vous pensez. Quel âge est-ce que le cerveau est pleinement développé? Je vais vous donner quelques minutes juste pour répondre dans la boîte de chat. Puis là, on peut voir que la majorité, on pense que c'est 25, puis ça serait la bonne réponse. À 25 ans, le cerveau est complètement développé. Puis avant ça, on a peut-être du trouble à considérer certains risques. On a la difficulté à contrôler nos impulsions. Le raisonnement, il n'est peut-être pas le meilleur avant l'âge de 25 ans. Puis la résolution des problèmes est aussi quelque chose qu'on a de la difficulté avec. Mais on n'est pas en train de dire que le cerveau est incomplet ou il manque quelque chose. C'est juste encore en développement. C'est juste un processus de notre biologie euh, qu'on va juste avoir le cerveau développé à 25 ans. On n'est pas en retard ou rien comme ça. C'est juste le processus. Mais lorsqu'on est jeune, on a ces types de difficultés-là qui nous font un peu plus susceptibles à développer des problèmes de jeu lorsqu'on veut chasser pour un prix, lorsqu'on ne comprend pas combien d'argent on a dépensé sur certains jeux qui causent ces types de risques-là. Puis pour les jeux vidéo, on a réalisé que c'est grâce à la dopamine qu'on est vraiment attaché à ces types de jeux-là, qui est responsable pour l'apprentissage, l'exploration, la recherche de la nouveauté et au sentiment d'être récompensé. Donc, dans les jeux vidéo-là, il y a tous ces sujets-là, il y a des différents prix qu'on peut gagner, il y a des différents événements qu'on peut essayer de jouer, on peut apprendre quelque chose sur nos jeux vidéo, s'améliorer, qui fait en sorte qu'on est vraiment attiré à continuer ces types de jeux-là. Mais il faut vraiment avoir un équilibre dans la vie. On ne veut pas juste continuellement faire la même chose pour avoir cette sensation de dopamine. Il faut avoir d'autres événements aussi. Parce que si on fait juste utiliser la même voie, la même activité, on va le overload, si on veut. Puis ça va être la seule chose qu'on peut faire qui va être un lâche de dopamine. Donc, comme je viens de dire, il faudrait avoir un équilibre pour d'autres activités. Puis voici quelques exemples de ce qu'on pourrait suggérer aux jeunes à la place de rester pris sur notre jeu vidéo. Il faudrait manger des aliments sains, dormir suffisamment, faire du sport ou de l'exercice. C'est un exemple très efficace pour augmenter la dopamine dans votre corps. Passer du temps avec des amis, un ami, une amie, n'importe quoi. On va juste passer du temps avec les personnes avec qui on aime. Lire ou méditer, se calmer le cerveau aussi, c'est quelque chose qui peut relâcher la dopamine, ainsi que écouter de la musique ou danser. Donc, les choses qu'on aime vraiment faire, la plupart du temps, ça relâche la dopamine, mais si on est juste pris sur le jeu vidéo, si c'est la seule voie qu'on utilise pour ce relâchement de dopamine, il peut causer des problèmes. Faudrait juste jouer encore plus et plus si on l'utilise, si on est trop concentré sur les jeux vidéo. De plus, il y avait d'autres recherches qui étaient faites pour voir si l'utilisation des technologies par les adultes, ça affecte les parents. Puis, ils ont découvert que la réponse était oui. À cause de certains comportements de modélisation, on va peut-être à être influencé par les actions, les attitudes et les comportements des adultes. Donc, on a aussi réalisé qu'environ 65% des jeunes qui jouent avec des membres de leur famille commencent à jouer avec de l'argent réel, excuse-moi, à l'âge de 9 ans, qui serait vraiment jeune, mais si c'est quelque chose de normal pour maman et papa, ça va être quelque chose de normal aussi pour les jeunes. On peut aussi savoir que
les enfants dont les parents ont un problème de jeu sont 2 à 4 fois plus susceptibles de développer un problème de jeu. À cause, on a déjà l'introduction, à cause qu'on voit les modèles dans nos vies, qui vont être nos parents, jouer à ces types de jeux-là, on va aussi être attiré, on va aussi vouloir participer à ces jeux à risque. Donc, c'est vraiment juste important qu'on s'établit des bonnes manières, des bonnes habitudes devant nos enfants pour qu'on ne les influence pas du mauvais bord ou du mauvais côté ou à développer des mauvaises habitudes. Dans certains jeux aussi, il va y avoir une différente représentation de monnaie, non seulement dans les jeux vidéo, mais aussi dans les casinos où, qui utilisent les chips de poker ou les chips d'argent, où ça peut être 5 $, 10 $, 20 $, des différentes représentations. Puis c'est quelque chose de vraiment populaire dans les jeux vidéo aussi. Puis ils peuvent soit le gagner en jouant le jeu, donc ils vont finir certaines missions, ils vont finir certaines tâches, peut-être juste en commençant une journée, ils peuvent avoir des prix ou de la représentation de la monnaie comme des gems ou des anglos d'or, peut-être n'importe quoi. C'est vraiment différent dans les différents jeux. Il y a quelques exemples sur la diapositive en ce moment. Celui avec le V, ça serait vraiment populaire dans le jeu Fortnite. Si on sait c'est quoi, c'est quelque chose de très populaire avec les jeunes. Ainsi que les petits diamants ou les petits bijoux verts ou rouges, c'est quelque chose de populaire dans les jeux mobiles comme Clash Royale, Clash of Clans, juste les choses comme ça. Mais c'est pas juste qu'on peut les gagner en jouant le jeu, on peut aussi les acheter avec de l'argent réel. Donc avec notre carte crédit, avec une carte iTunes, avec les cartes de crédit prépayées. Puis ça fait en sorte qu'on va peut-être avoir la difficulté à contrôler nos dépenses, à éviter de dépenser trop d'argent. Puis ça fait partie des stratégies des plateformes de jeux d'hasard ou des développeurs de jeux parce que c'est vraiment plus facile de payer avec une représentation de la monnaie à la place de l'argent réel. On n'a pas à sortir notre portefeuille à chaque fois, à dépenser de l'argent. Maintenant, c'est déjà dans notre jeu. Donc, c'est vraiment difficile à limiter parce que ce n'est pas la sensation qu'on dépense la vraie argent. Donc ça, c'est pourquoi que c'est inclus dans plusieurs jeux. Souvent, dans les jeux mobiles, il va y avoir tout plein d'options que tu peux faire à chaque jour pour s'acheter d'autres représentations d'argent avec la monnaie réelle, puis des différents prix que tu peux t'acheter, peut-être des différents pots, des différents personnages qu'on peut ajouter à notre jeu pour peut-être 5 barres d'or ou 5 anglos d'or, excuse-moi, ou n'importe quel type de bijou ou de diamant qui est représenté dans ce type de jeu-là. Mais c'est quoi les façons qu'on peut mettre certains montants d'argent? Comment qu'on peut mettre de l'argent dans nos jeux vidéo? Puis ça, c'est une question pour vous autres maintenant. Donc, encore une fois, faites juste répondre dans la boîte de chat. C'est quoi les options qu'on pourrait utiliser pour mettre de l'argent dans les jeux vidéo, dans certaines plateformes qu'on va utiliser? Ouais, donc nos participants, ils disent carte de crédit, ça serait celui le plus populaire. Il y a aussi certaines cartes de jeu, comme celui pour PlayStation. N'importe quelle console PlayStation, tu pourrais utiliser ces types de cartes-là. Les cartes de crédit prépayées, les cartes de crédit, c'est celui qu'on vient de suggérer dans la boîte de chat, mais il y en a vraiment d'autres pour les différents types de jeux aussi. Toutes ces cartes-là sont des manières qu'on pourrait utiliser. Puis peut-être les cartes prépayées sont vraiment celui le plus sécuritaire parce qu'il y a une limite de 20 $, il y a une limite de 25 $. On ne fait pas juste attacher notre carte de crédit qui va continuellement être dépensée par les jeunes, par les enfants qui n'ont peut-être pas la compréhension de comment ils fonctionnent les cartes de crédit, comment ça va fonctionner notre compte de banque. Donc, celui le plus sécuritaire, ça serait avec les cartes prépayées ou est-ce qu'il y a déjà une limite sur la carte? Puis, selon vous, à quel âge est-ce que les jeunes commencent-ils à jouer aux jeux vidéo? Est-ce que vous pensez que c'est 3 ans, 6 ans, 8 ans ou 12 ans? On va juste vous demander de mettre la réponse que vous croyez comme la bonne réponse dans la boîte de chat. Donc, on a des différentes réponses en ce moment, mais la bonne réponse, ça serait de 6 ans.
Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certains jeunes qui commencent encore plus jeunes. Il y a certains jeux sur les appareils mobiles qui sont dédiés pour les enfants 4 ans ou plus. Donc, c'est quand même un groupe d'âge vraiment, vraiment bas, mais les jeux sont créés assez simplement, qu'ils peuvent le jouer instantanément, aussitôt qu'il y a peut-être un iPad ou un écran devant eux. Mais on sait qu'en moyenne, ça va être 6 ans, l'âge qu'on commence à jouer les jeux vidéo. Mais il faut juste considérer aussi que c'est vraiment populaire pour tous les groupes d'âge. On peut voir qu'il y a 89% des jeunes au Canada qui jouent à des jeux vidéo, puis 61% des adultes qui participent à un jeu vidéo ou un autre. Donc, c'est pas quelque chose uniquement pour les jeunes, c'est quelque chose qui est représenté dans tous les groupes d'âge et quelque chose qu'on fait socialement avec nos amis ou peut-être pour un moment d'isolement aussi. Mais il faut juste être au courant qu'il y a environ 1 en 8 des joueurs des jeux vidéo qui jouent pour 5 heures par jour ou plus. Puis ça, ce serait une durée de jeux vidéo qui est associée avec des problèmes de jeux vidéo. Puis on sait aussi, on est aussi au courant que 1 en 6 des élèves de la 7e à la 12e année répondent aux critères pour un problème de jeux vidéo. Donc, c'est ça pourquoi, encore une fois, il faut établir un équilibre. Il faut faire d'autres activités. Il faut trouver d'autres loisirs qu'on peut faire à la place de juste rester pris dans notre caverne de jeux vidéo pour environ 5 heures. Il faudrait le limiter plutôt à avoir 1 heure, 1 heure et demie, peut-être 2 heures au maximum, juste pour qu'on puisse s'amuser sur les jeux vidéo, mais on n'est pas resté pris dessus. Ça nous nuit pas des autres activités, des autres responsabilités qu'on a peut-être dans la vie. Il y a juste quelque chose d'autre à considérer, c'est si les jeunes sont exposés aux jeux d'hasard dans les jeux vidéo. On dirait que la réponse serait oui, avec environ 1 quart des étudiants qui déclarent avoir joué à des jeux d'hasard d'une manière ou une autre dans leurs jeux vidéo à travers la dernière année. Qui est peut-être quelque chose de concernant, mais juste en utilisant la prochaine diapositive, on peut voir de comment il y a des différentes manières, il y a des différents types de jeux qui sont basés sur le jeu d'hasard dans les jeux vidéo. Avec Grand Theft Auto, il y a un casino qui se retrouve dedans. Le jeu Roblox, c'est vraiment ouvert, c'est vraiment unique. Tu peux créer tes propres types de jeux, mais ça risque aussi d'avoir des types de jeux d'hasard qui se retrouvent dedans. Comme les petites de machines à sous, juste là, avec le petit bonhomme. L'image en bas à gauche, c'est un exemple d'un type de jeu qu'on peut retrouver dans Roblox. Plants vs. Zombies, quelque chose de populaire, quelque chose sur les jeux mobiles, sur les téléphones mobiles, excuse-moi. Il y a un genre de machine à sous, encore une fois, où tu peux avoir certains prix. Il y en a beaucoup aussi qui a peut-être une fonction de roulette où tu peux apaiser la roue, spin la roue, puis là, tu as une chance de gagner un prix que tu peux ajouter à ton personnage ou ajouter à ton jeu. Mais s'il n'y a pas de l'argent réel qu'on peut parier, s'il n'y a pas de l'argent réel qu'on peut gagner, c'est plutôt appelé le jeu de hasard simulé, qui fait en sorte qu'on est introduit aux caractéristiques. Il n'y a peut-être pas aussi de perte d'argent, mais on peut quand même, comme on a discuté avant, mettre de l'argent sous forme de représentation de monnaie avec une carte de crédit prépayée, qui fait en sorte qu'on va perdre de l'argent réel lorsqu'on participe à ces types de jeux-là. Il y a aussi des jeux de hasard gratuits qui se retrouvent sur plusieurs systèmes, sur plusieurs appareils intelligents, les smartphones, les iPhones, Android. Il y a tout plein de jeux qui sont gratuits. Puis, il y a un gros nombre d'élèves qui ont déjà participé, avec un élève sur 6 de la 7e à la 8e qui a déclaré avoir joué au travers des derniers 3 mois. Quelque chose d'aussi concernant parce que c'est vraiment gratuit. C'est vraiment facile à jouer aussi, puis il n'y a pas d'argent qu'on doit utiliser pour continuer à jouer. Encore une fois, juste un rappel que s'il n'y a pas de l'argent réel qu'on peut soit mettre dans le jeu ou gagner du jeu, ça serait le jeu de hasard simulé. Mais c'est comme une petite introduction, si vous voulez. On peut apprendre comment ça fonctionne, on peut apprendre comment les jeux de roulette ils fonctionnent, les machines à sous, comment ils fonctionnent, comment que les jeux de poker ils fonctionnent. Donc, ça met encore des risques. Mais est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact sur la transition vers les jeux avec de l'hasard réel, excuse-moi. Donc, est-ce que ces jeux gratuits, ces jeux simulés de jeux d'hasard, est-ce que ça peut avoir un impact envers notre transition pour les jeux réels, les jeux d'hasard réels? Qu'en pensez-vous? Je vais vous donner quelques minutes pour répondre dans la boîte de chat, soit oui, soit non. Vous pouvez expliquer pourquoi, peut-être un peu si vous voulez, mais juste curieux de vos opinions.
Donc, Chantal a partagé que oui, puis ça c'est encore une fois la bonne réponse. Où est-ce qu'on peut voir différents effets à cause que c'est plus facile de gagner. Donc, vous allez gagner plus souvent dans ces jeux gratuits. Il n'y a pas de l'argent qui est risqué, il n'y a pas de casino qui fonctionne contre nous dans ces cas-là. Il y a aussi peut-être des paris plus élevés du montant d'argent euh, non réel, évidemment, mais on peut avoir des crédits de genre 1000 $, 10 000 $, millions de dollars, parce qu'il n'y a pas de l'argent réel. Donc, c'est juste un numéro qu'on va utiliser pour placer des différents risques, pour placer des différents paris. Puis, on peut gagner aussi beaucoup plus d'argent. Encore une fois, il n'y a rien qu'on se fait donner. Donc, ces jeux-là, ça ne les dérange pas d'ajouter quelques zéros au numéro qu'on est en train de jouer avec. C'est juste important qu'on se rappelle que c'est quelque chose, une conversation qu'on va avoir avec les jeunes s'ils participent à ces types de jeux-là, que c'est vraiment pas le même dans ces jeux gratuits où il n'y a pas vraiment de risque qu'en vraie vie où il y a une compagnie, il y a une entreprise qui essaie de garder leur argent. Les casinos ne veulent pas le faire certain que chaque personne qui vient jouer, ils partent avec 1000 $ de plus. Les billets de loterie ne veulent pas le faire certain qu'à chaque semaine, il y a quelqu'un qui gagne des millions et des millions de dollars, que chaque personne qui s'achète un billet se gagne 200 ou 1000 $. Ils essaient de garder leur argent. Donc, il y a souvent plusieurs chances qui travaillent contre nous comparé à ces types de jeux-là, qui essaient de garder les jeunes, essaient de garder les joueurs sur ces appareils, sur ces différentes applications, sur ces différents jeux-là, parce qu'eux autres, ils gagnent leur argent grâce aux publicités qu'on va envisionner lorsqu'on joue à ces types de jeux-là. Donc, c'est juste quelque chose à considérer qu'il y a quand même du risque associé à ces jeux gratuits, même si ce n'est pas de l'argent réel, puis on n'a pas mis de l'argent dedans. Juste en considérant si les jeux ou les activités sur les thèmes de jeux d'hasard dans les jeux vidéo peut être un problème, même si c'est simulé, même si on ne met pas de l'argent réel, juste la combinaison des jeux vidéo qui est principalement basée sur nos habiletés, on peut s'améliorer à certains types de jeux vidéo, puis la combinaison avec les jeux d'hasard qui sont basés sur la chance, on a peut-être des fausses ententes que lorsqu'on s'améliore à notre jeu de basketball, à notre jeu de Call of Duty, de jeu de Fortnite, peut-être aussi on va penser qu'on peut s'améliorer aux jeux basés sur la chance. Comme qu'on avait vu, les machines à sous, les roulettes qu'on peut voir dans certains jeux, on va penser que à cause je suis meilleur, à cause mon niveau est en train d'élever sur mon personnage, je suis aussi en train d'être meilleur à gagner sur ces jeux de chance. Mais ce n'est pas le cas parce qu'encore une fois, les jeux d'hasard sont hors de notre contrôle. On ne peut pas savoir si on va gagner ou perdre jusqu'à avant l'événement soit fini. Voici un exemple de citation qu'on peut voir dans le jeu Grand Theft Auto San Andreas, où ça veut dire que pour jouer à cette roue-là, Wheel of Fortune, pour jouer, il faut qu'on ait un niveau de jeu plus élevé, qui va peut-être nous faire croire qu'on peut pratiquer à plusieurs reprises, qu'on peut s'améliorer nos habiletés là, puis ça peut créer ces fausses ententes que je viens de mentionner dans la dernière diapositive, qu'on peut devenir meilleur à ces jeux de chance, à ces jeux de casino-là. Donc, ça cause le risque, ça cause certains problèmes qu'on veut juste considérer. Ce n'est pas les mêmes résultats qu'on va avoir dans la vraie vie, puis on ne peut pas s'améliorer au jeu de chance. Quelque chose aussi qui est vraiment populaire pour les jeunes, c'est rendu de chasser à travers pour les peaux, mais c'est pas juste la peau qu'on a sur notre corps. Dans le fond, c'est pas la même chose du tout. Les skins dont on parle, c'est quelque chose qu'on peut équiper à notre personnage dans notre jeu vidéo ou équiper sur nos armes, sur notre équipement pour qu'on ait peut-être un effet décoratif ou un autre esthétique que toutes les personnes avec qui on joue contre ou on joue avec. Donc, on veut peut-être se rendre unique, puis on peut utiliser des différents ailes, peut-être un masque de licorne, juste des différents exemples qu'on peut voir sur l'écran maintenant. Puis on peut les retrouver dans les coffres en jeu ou dans les loot box. Souvent, c'est ça qu'on les appelle. Puis c'est une boîte virtuelle qui contient certains objets aléatoires de différentes raretés. Ça peut aussi nous donner des différentes ressources, comme la représentation d'argent dans le jeu vidéo là, qui va peut-être inciter les jeunes à ouvrir un autre coffre à jeu, après un autre, après un autre, après un autre, juste pour essayer de gagner une peau rare ou une peau légendaire, peut-être une peau mythique,
Epic. Il y a vraiment des différentes manières de attirer l'attention des jeunes qui vont utiliser dans ces jeux-là, qui peut-être être, qui peut être dangereux parce qu'encore une fois, on avait dit qu'on peut mettre de l'argent avec une carte de crédit, puis là, on s'achète d'autres représentations d'argent, la monnaie virtuelle dans le jeu vidéo. Puis là, on va dépenser beaucoup et beaucoup d'argent pour chasser peut-être ces gants-là dans CSGO, dans Counter-Strike Global Offensive, qui coûtent environ 6 800 $. Puis vous allez vous demander peut-être comment que ça peut être si cher que ça, mais dans le fond, c'est parce qu'ils peuvent être échangés, soit avec un autre joueur, on peut les vendre, on peut les parier sur certains sports électroniques ou sur des jeux de type casino qui utilisent ces types de skins ou de pots comme objet de valeur. Donc ça, c'est pourquoi il y a certains jeunes qui vont être restés pris à ouvrir un coffre à jeu, par la suite un autre, encore un autre, encore un autre. Puis là, on a dépensé 300 $ en essayant de gagner une peau rare ou une peau légendaire, qui peut être vraiment problématique. Ça peut nuire à notre finance aussi. Donc, c'est juste quelque chose qu'on doit être au courant, qu'on a peut-être déjà pensé que nos jeunes puissent faire. Mais c'est important, une autre chose qu'on a une conversation avec eux sur, c'est quoi les chances de gagner ces types de polos, de pots-là? Est-ce que vous pouvez facilement prédire? La réponse, ça serait non. On n'est pas capable de le prédire du tout. Donc, il faudrait se fixer une limite d'argent pour pas continuellement ouvrir un coffre à jeu après un autre, pour dépenser tout plein d'argent. Puis j'avais mentionné les sports électroniques, puis ça va être les e-sports, un autre mot assez commun. Puis je m'excuse pour la diapositive, ça a l'air comme si ça va couper un petit morceau, mais dans le fond, la question, ça va être comment les sports électroniques peuvent-ils devenir un jeu d'hasard? Puis très simplement, juste en utilisant les pots, en pariant les pots, soit avec nos amis ou sur une autre plateforme de sites indépendants qui posent quand même beaucoup de risques parce qu'il n'y a pas de protection, il n'y a pas de régulation là-dessus. Ça, c'est comment que ça peut devenir un jeu d'hasard. Vraiment simplement, juste comme un autre sport, un autre pari sportif. On va maintenant gager sur quelle équipe de League of Legends, quelle équipe de Fortnite est-ce qu'on pense qu'on va gagner à ces tournois de jeux vidéo. C'est quelque chose qui était rendu vraiment, vraiment populaire récemment avec la pandémie où on devait s'isoler, on devrait rester à l'intérieur. Il y avait moins de sports aussi qui se passaient. Donc, les jeunes étaient vraiment attirés au sport électronique. Puis maintenant, avec les paris qui se posent dessus, on peut parier nos pots qu'on vient de parler dans la diapositive, l'argent ou la représentation de la monnaie qui se retrouve dans les jeux vidéo ou l'argent réel. Dans le fond, on prend une chance d'essayer de deviner ou de parier sur l'équipe qui on pense qu'on va gagner, puis ça va nous donner d'autres pots, peut-être d'autres argent qu'on peut utiliser dans notre jeu. Par la suite, juste un autre sujet qui est quand même assez commun. On avait déjà discuté à propos des coffres en jeu ou les loot box, mais dans beaucoup de jeux de sport comme le FIFA ou NBA 2K ou NHL, ces différents types de jeux-là, il y a des paquets de cartes qu'on va peut-être essayer d'ouvrir pour avoir un différent joueur à ajouter à notre équipe personnelle. C'est quelque chose appelé à notre équipe ultime ou Ultimate Team dans beaucoup de jeux où on peut créer notre propre euh, euh, équipe, évidemment, ajouter certains joueurs qu'on peut repêcher grâce à ces coffres en jeu ou grâce à ces paquets de cartes. Donc, juste comme exemple, on a Kevin Durant de sa première année dans la NBA. On a peut-être Connor McDavid ou une version de Sidney Crosby de 2012 ou quelque chose comme ça qui serait différent de la version présente. Donc, ça, c'est pourquoi certains jeunes vont ouvrir des paquets de cartes pour s'essayer d'ajouter leurs joueurs préférés ou ajouter certains joueurs à leur équipe pour compétitionner avec d'autres joueurs en ligne, avec d'autres jeunes, avec d'autres joueurs des jeux vidéo en ligne. Ils peuvent soit ouvrir, juste en prenant FIFA par exemple maintenant, on peut soit jouer ou ouvrir ces paquets de cartes avec les FIFA Coins ou les FIFA Points, donc les points FIFA ou les jetons de FIFA, qui font ça. On peut les gagner en jouant au jeu. Donc, si on compétitionne en ligne, si on joue contre notre ami, si on a peut-être des différentes tâches à faire, bien, on peut gagner ces représentations d'argent dans cette forme-là. Ou on peut juste utiliser de l'argent réel pour s'en acheter plus à plusieurs reprises dans ces jeux.
Puis on peut voir ici qu'un paquet de cartes, ça coûte environ 2000 points, donc quelque chose qu'on devrait noter. C'est quoi la meilleure option? Mais c'est aussi vraiment difficile parce que c'est vraiment juste c'est jamais un taux de conversion de 1 dollar pour un jeton ou 1 dollar pour 100 jetons ou n'importe quoi. Ça va vraiment être difficile à avoir parce que quand on peut envisionner les packages ici, 1,43 ça nous donne 100 points. 6,29 ça nous donne 500. 12 et 14 cents, ça nous donne 1050. Donc, quand même difficile à voir c'est quoi cette valeur en tant que 1 dollar pour combien de points. Donc, ça fait difficile à reconnaître combien qu'on a dépensé, comment qu'on veut dire, à noter nos achats, noter combien d'argent qu'on est en train de dépenser dans notre jeu. Donc ici, juste comme exemple, la meilleure option au premier regard, c'est peut-être les 2800 points pour 30 pour qu'on puisse, pour qu'on ait assez pour s'acheter un paquet. Mais si on fait un peu de mathématiques, on peut voir qu'il y a des meilleures options. Comme s'acheter deux paquets de 1050 points, on va avoir un surplus de 100 points à la place de 800, qui fait en sorte qu'on va juste dépenser 24 à la place de 31. Donc, c'est juste des informations qu'on veut rechercher encore plus. C'est-tu la meilleure option ou c'est la seule option que le jeu essaie de me convaincre d'acheter? Donc, juste voir ces types de mathématiques-là, puis avoir un journal de nos dépenses pour qu'on est capable de suivre combien d'argent, le montant d'argent qu'on a dépensé sur notre jeu. Mais c'est quoi les chances de gagner une carte spéciale dans un pack de FIFA Premium en or? C'est quoi les chances qu'on peut avoir cette carte rare-là de 65 overall, de 78, 75, excuse-moi, 77? C'est quoi les chances qu'on va avoir une carte or? Est-ce que vous pensez c'est A, 0,001%, B, 0,99 ou C, 0,42 ou encore une fois D, 0,75. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous donner quelques moments pour inscrire votre réponse dans la boîte de chat, puis on va les révéler juste après. Donc, on dit B ou C ou on dit C. Les deux options, il serait la bonne réponse, honnêtement, parce qu'on n'est pas au courant. Tout ce que le jeu va nous dire, c'est que c'est moins de 1%, qui est quand même vraiment bas, mais c'est aussi possible que ça soit 0,001%, 0,42 ou 0,75 ou même 0,99. On n'est pas au courant précisément c'est quoi les chances parce que le jeu font juste nous indiquer que c'est moins de 1%. Ça fait en sorte que ça pourrait aussi être 0,00001%. Ça fait encore en dessous de 1%, mais c'est juste quelque chose qu'on doit se rappeler. On n'a pas vraiment des hautes chances de gagner la carte qu'on veut. Il y a 99% des chances qu'on ne va pas avoir une carte rare ou une carte spéciale. Donc, c'est juste quelque chose à considérer que les ouvertures des paquets de cartes sont aléatoires. On ne peut pas prédire ni contrôler c'est quoi les résultats. Puis on veut juste voir si c'est quelque chose qui pose un certain risque. Si on se demande la question, risque-t-il de développer un problème de jeu d'hasard si on ouvre ces types de jeux-là, si on ouvre ces paquets de cartes-là? Puis la réponse, ça serait oui. On a su, grâce à certaines études, que l'exposition précoce aux jeux d'hasard dans les jeux vidéo est un facteur de risque pour développer des problèmes de jeu. On a aussi vu que les personnes qui dépensent plus d'argent dans les coffres en jeu ou sur des paquets de cartes sont plus susceptibles de migrer ou de commencer les jeux de hasard réels. Donc, parce qu'on était déjà introduit dans les jeux vidéo, peut-être on était confortable à risquer la représentation d'argent, on va transitionner vers les jeux réels. On a aussi vu, je ne vais pas tout lire ce qui est sur le tableau, mais dans le fond, le dernier point ici, ça nous dit que les personnes qui achètent des coffres en jeu avaient des problèmes de jeux vidéo et de jeux de hasard plus graves. Et ils étaient également plus susceptibles de répondre aux critères du trouble de jeu sur l'Internet. Donc, c'est pourquoi qu'on veut peut-être limiter combien d'argent qu'on peut dépenser. On va noter c'est quoi nos dépenses dans notre jeu, juste pour qu'on n'excède pas le montant qu'on peut se permettre de perdre, puis on ne développe pas ces habitudes-là de continuellement risquer de l'argent dans ces jeux de chance ou sur ces jeux de chance.
Un autre chose ou quelque chose d'autre qui est aussi dangereux pour avoir trop de dépenses, ça serait les microtransactions. Que c'est même plus avec la représentation de la monnaie, mais de l'argent réel maintenant. Mais c'est des offres tellement petites, tellement moindrement chères, comme 99 sous. Ça peut être 2 $, 3 $, 10 $, qui est pas vraiment beaucoup, mais ça peut s'accumuler, puis ça peut être dangereux pour les jeunes, que, comme qu'on avait vu avant, on n'a pas peut-être la même connaissance ou le développement du cerveau pour comprendre c'est quoi les risques, comprendre la meilleure décision ou de considérer c'est quoi les autres options, considérer comment ça peut être peut-être quelque chose de mauvais ou considérer le processus de faire ces types de décisions-là. C'est vraiment populaire dans les jeux comme Fortnite, Call of Duty, les jeux mobiles aussi. Il y a tout le temps une façon ou tout le temps des différents rabais ou des différents spécials que tu peux acheter un certain paquet ou un certain montant. Puis ça vient souvent sous des formes de passes de combat, peut-être des coffres en jeu aussi. Vous pouvez l'acheter avec des microtransactions. Donc, on veut juste faire certain que si on va acheter des objets dans le jeu, on connaît les risques qui vont être de chasser nos pertes. Donc, juste parce que je n'ai pas eu la peau rare ou le joueur que je voulais dans un paquet-là, on ne veut pas continuellement essayer, puis essayer encore. Puis là, on a dépensé beaucoup plus de ce qu'on pourrait. C'est important, dans ce cas-là, comme stratégie de réduction des méfaits, d'établir un budget, de suivre combien d'argent qu'on a dépensé, puis juste connaître qu'il y a d'autres choses qu'on doit peut-être payer à la fin de la journée ou d'autres responsabilités qu'on a à payer. On doit se payer peut-être un lunch lorsqu'on va à la cafétéria. Juste des exemples de pourquoi c'est important de se fixer un budget. L'autre option, que si on ne veut pas payer pour ces microtransactions-là, on va être capable d'acquérir des objets juste en passant du temps sur le jeu ou à finir certains niveaux, qui peut être vraiment dangereux si on dépense trop de temps. On avait déjà vu que 5 heures, c'est le critère pour développer un problème de jeu, qui fait en sorte qu'il faut vraiment limiter combien de temps qu'on va dépenser, puis avoir ce type d'équilibre-là. Donc, on va fixer des temps, des limites de temps avec peut-être un rappel, peut-être des contrôles de familial qui va limiter le montant d'heures ou quand qu'on peut jouer, juste pour éviter ces types de problèmes-là, éviter ces types de risques. Il y a quelque chose d'autre aussi à considérer, juste comme les classements de jeux vidéo sont là pour une raison. Il y en a qui sont pour tout le monde, il y en a qui sont pour les jeunes 10 ans ou plus, les adolescents 13 ans ou plus, les personnes matures de 17 ans ou plus. Puis c'est parce qu'il y a du contenu dans le jeu vidéo. Peut-être qu'il va y avoir plus de violence, plus de langage fort dans certains jeux qui va faire en sorte que c'est un jeu mature. Si on prend Genshin Impact, par exemple, à cause de la violence animée, à cause de certains thèmes qui vont être subjectifs, on l'a donné un teen rating ou pour adolescent. Maintenant, pour le jeu de soccer, il n'y a pas vraiment de violence, il n'y a pas vraiment de thème subjectif, c'est juste le soccer, c'est juste le football. Donc, ça va être quelque chose qui peut être joué par tout le monde. Par la suite, Grand Theft Auto, qui a beaucoup de violence, beaucoup de sang, beaucoup de langage fort, ça va être quelque chose qui est mature 17 ans ou plus. Par la suite, Mario Odyssey, quand même quelque chose de universel que tout le monde peut jouer. Donc, on dit que c'est tout le monde 10 ans ou plus, mais à cause de la violence de Mario, où on va peut-être se combattre contre Bowser, se combattre contre les petits tortues, par exemple, c'est un peu violent. Donc, ça va être pour les jeunes de 10 ans ou plus. Roblox, vraiment quand même la même chose que Genshin Impact. Il y a de la violence, il y a des thèmes subjectifs, puis c'est ouvert au public sur les plateformes en ligne. Donc, on peut avoir peut-être un langage fort de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qu'on joue avec. NHL, quand même un jeu de sport, mais à cause dans cette ligue nationale, en vraie vie, tu peux te battre, tu peux te combattre. Il y a aussi cet aspect dans le jeu. Donc, ça fait qu'il y a quand même un aspect de violence légère, peut-être un peu de sang aussi qui peut se retrouver sur la glace. Donc, c'est quand même quelque chose qui serait pour les jeunes de 10 ans ou plus.
C'est juste important qu'on va considérer, je vous conseille de peut-être jouer les jeux vidéo que vos jeunes veulent jouer pour que tu puisses apprendre il y a quoi dedans. Est-ce que c'est peut-être pas la meilleure chose pour eux autres? Est-ce qu'il y a d'autres jeux qu'on peut suggérer à la place qui sont peut-être plus convenables pour leur âge, pour leur compréhension, pour qu'on ne devienne pas attaché à certains jeux qui sont plus dangereux pour certains groupes d'âge, qui ne sont pas intendus pour les jeunes de 10 ans, qui ne sont pas intendus pour les jeunes moins de 13 ans. Il y a quelque chose d'autre aussi qu'on pourrait considérer pour limiter le montant de temps qu'on va passer sur les jeux vidéo pour les jeunes. Mais c'est juste important qu'on ne va pas fixer ces règles pour eux autres. Il faudrait plutôt avoir ces discussions. Discuter pourquoi c'est important d'avoir une vie équilibrée, pourquoi on doit avoir un environnement de jeu sûr et sain et sécuritaire, à la place de juste continuellement jouer ou de dire aux jeunes, arrête de jouer maintenant. Faut avoir la conversation de pourquoi c'est important de fixer ces limites-là, impliquer vos enfants dans le processus pour fixer ces limites, pour qu'ils soient au courant de pourquoi on doit avoir un équilibre dans la vie, pourquoi il y a certains jeux qui sont destinés pour les enfants plus jeunes, plus vieux, excuse-moi, ou une audience plus mature. C'est juste important d'avoir ces types de conversations-là, puis pas fixer la limite pour eux autres. Sur Xbox, il y a des applications, des paramètres sur le console que tu peux fixer avec ton téléphone. Tu peux gérer les activités de jeu, puis combien d'argent se fait dépenser aussi. Ça peut être toi qui permet les achats, ça peut être toi qui limite combien d'argent ou combien de temps qu'on va jouer sur notre Xbox. Sur la PlayStation aussi, il y a le même truc. Il y a différentes étapes qu'on pourrait faire. Il y a différents types de contrôles qui vont être liés au compte PSN qu'on peut soit faire avec notre appareil mobile ou qu'on peut établir dans le console nous-mêmes. Sur Nintendo aussi, encore une fois, on peut partager par la suite. Ma belle, je pourrais t'envoyer ces liens-là parce qu'ils sont juste dans les notes de présentateur, mais ça va nous donner un guide de comment qu'on pourrait faire ces changements, comment qu'on pourrait établir ces contrôles familiales. Oui, merci. Absolument. Maintenant, on va juste considérer certains scénarios, puis j'aimerais avoir vos avis aussi. Il nous reste quelques minutes dans la présentation, puis juste quelques diapositives aussi. Donc, juste pour ce scénario-là, où ce que quelque chose s'est passé pendant les vacances d'été, où ce qu'on a demandé à vos enfants s'ils peuvent accomplir certaines tâches ménagères pendant que vous êtes au travail. Lorsque vous partez, il joue avec ses amis en ligne, mais il a dit qu'il va charger, il s'en chargerait, puis il va prendre soin de toutes les tâches que vous avez dit. Mais lorsque vous rentrez à la maison, votre enfant joue encore et il n'y a aucune tâche qui a été accomplie. Donc, juste pour vous demander, que feriez-vous dans ce cas-là? Quel type de conversation, quelle stratégie est-ce que vous avez déjà, si ça s'est déjà passé? Mais qu'est-ce qu'on ferait dans cette situation-là, dans ce scénario? On va vous donner quelques instants pour répondre, mais si vous voulez, vous pouvez enlever la fonction mute puis parler à haute voix si c'est plus simple. Mais juste comme vous voulez, partagez vos opinions, vos expériences avec un scénario style. On demande de lâcher le jeu et de faire ses tâches. Ouais, parce qu'on avait déjà donné le temps pour le faire juste avant. On doit faire ses tâches parce que c'était une responsabilité qu'on avait à faire. Puis il vient de passer toute la journée à jouer sur ces jeux. Y aurait-il d'autres suggestions ou d'autres choses qu'on ferait dans cette instance-là? Oui, si ça se répète, si c'est une action continuelle, si c'est quelque chose qu'on a des difficultés à l'éviter, ce serait une bonne idée de discuter comment qu'on va fixer des limites maintenant. On va avoir des limites dures. C'est plus toi qui vas avoir le contrôle du console. Ça va être maintenant quand je veux, quand je te permets de jouer. Mais c'est juste important aussi de avoir une petite liste de vérification, comme commencer avec des questions ouvertes de pourquoi tu joues encore. On avait discuté à propos des tâches, écouter son raisonnement, éviter le langage moralisateur ou qu'il va se sentir mal ou qu'il va se sentir jugé. Puis soyez informé à propos de le type de jeu qu'il joue.
juste pour dire, il y a un autre moment où tu vas être capable. Il y a un autre moment où tu vas être capable de jouer. Il y a d'autres instances où tu pourrais jouer avec tes amis. Puis maintenant, c'est le temps pour les tâches. Mais discuter aussi la différence entre les jeux d'hasard, les jeux vidéo, parler à propos de la gestion d'argent, c'est juste dedans. Ça, c'est pour d'autres scénarios-là. Mais il faudrait juste faire le rappel qu'il y a d'autres responsabilités qu'on doit faire. Il y a un équilibre qui est important lorsqu'on joue à ces jeux vidéo-là. Puis on avait eu la discussion avant que j'ai parti pour le travail. Maintenant, tu es encore resté pris. Peut-être c'est parce que on est trop dédié à notre jeu vidéo, puis on a besoin d'un équilibre avec d'autres activités. Donc, quand même, des différentes suggestions, des différents styles d'avoir ce type de conversation-là. Mais juste vérifier pourquoi tu joues encore. On avait discuté les tâches, on devait faire les tâches. Tu m'avais dit même que tu étais pour les compléter, mais maintenant, on est resté pris dans la même situation qu'on avait avant. On doit maintenant s'établir un équilibre, on doit s'établir des limites pour qu'on puisse rester en santé. Donc, merci beaucoup pour partager vos opinions de qu'est-ce qu'on va faire, des bonnes idées, mais aussi on pourrait ajouter, on pourrait avoir les discussions de pourquoi qu'on doit faire ces tâches, pourquoi qu'on doit lâcher le jeu, les effets sur notre cerveau, nos effets sur la dépendance des jeux vidéo, les choses comme ça, lui retirer le console aussi, le limiter le console, enlever ses privilèges, les types de choses, les types de habitudes qu'on doit s'établir peuvent se faire hors du jeu. Il y a aussi quelque chose que j'aimerais discuter, c'est à propos des signes d'un problème. Donc, si jamais vos jeunes perdent intérêt dans d'autres activités, s'il y a un impact négatif sur l'école ou sur le travail à cause du jeu ou des jeux de hasard, si les habitudes de jeu sont à l'origine de disputes avec la famille, avec les amis, s'il y a un sentiment de stress ou d'anxiété lorsqu'il n'est pas possible de participer à des jeux de hasard ou à des activités de jeu, ça serait considéré comme un problème parce qu'on doit avoir un équilibre. On doit être capable de se retirer du jeu, avoir du plaisir avec d'autres choses, avec d'autres loisirs, d'autres activités. Puis un autre signe d'un problème, c'est si on a volé ou emprunté de l'argent pour jouer ou pour parier. Ça serait quand même assez concernant, puis quelque chose qu'on peut faire certain de fixer les limites, puis avoir une discussion à propos de c'est maintenant rendu un problème, on n'a pas le choix de se fixer ces limites-là, on n'a pas le choix de chasser à travers l'équilibre, trouver quelque chose, trouver un point en commun pour qu'on puisse établir des habitudes saines et en santé. Mais ça devient un problème vraiment quand c'est quelque chose qui a un impact régulièrement, excuse-moi, qui a un impact qui est régulièrement en train d'avoir un impact négatif sur la vie de quelqu'un, sur la vie de peut-être l'individu qui joue le jeu ou sur le parent ou ses amis, parce qu'il est vraiment fâché, il est vraiment irritable quand il ne joue pas. Ça peut avoir un impact sur plus que juste lui-même. Donc, voici quelques stratégies. Il y en avait qui étaient suggérées au travail, comme se fixer des limites, avoir un équilibre dans d'autres activités, les options pour d'autres lâchements de dopamine, comme manger des aliments santé, passer du temps dehors, passer du temps avec des amis, danser, chanter, écouter de la musique, toutes des options qui peuvent nous aider à établir un équilibre. Mais pour les jeux d'hasard, ça serait vraiment important de limiter le temps et l'argent que vous dépensez, de connaître les règles, les codes et les termes et les conditions, parce que si on pense que les jeux de hasard, c'est 50-50, puis on gagne, on perd à plusieurs reprises, on va être vraiment fâché. Mais si on est au courant qu'il y a une chance de gagner, puis 99 chances de perdre, comme avec les paquets de cartes, mais on ne va pas être si fâché que ça si on tombe dans le 99%. Parce que c'est quelque chose qu'on pensait arriver, qu'on était au courant, qu'il y avait vraiment des faibles chances qu'on a gagné. Si les jeunes sont sur la technologie, juste les encourager de participer à d'autres activités, passer du temps dehors avec vos amis, d'autres choses que vous aimez. Faites attention aux sites tiers, aux sites indépendants qui ont un risque de fraude parce qu'il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de protection pour les individus qui vont visiter ces sites-là. Puis ne risquez pas les objets que vous n'êtes pas prêt à perdre. Seulement les choses de basse valeur, rien de sentimental, rien de vraiment important pour vous devrait être risqué parce que si on perd, on va être vraiment triste puis on ne va pas être capable de le regagner. Quand on va sur les jeux vidéo, juste important de connaître
où est-ce qu'on peut retrouver de l'aide si on a un trouble de jeu d'hasard. Donc, je vais partager juste après. Mais aussi espérer gagner puis s'attendre à perdre à des activités basées sur le hasard. On dit ça souvent pour les jeux de casino, la maison gagne tout le temps ou The House Edge, The House Always Wins, juste comme des exemples anglophones, mais c'est parce qu'il y a plus de chances contre nous que pour nous. Il y a moins de chances qu'on va gagner, plus de chances qu'on va perdre. Puis c'est comment que ces jeux-là, ils gardent leur argent. C'est comment que ces entreprises-là, ils fonctionnent. Donc, il faut juste le considérer qu'on devrait espérer gagner, mais s'attendre à perdre sur les activités basées sur le hasard. Voici quelques stratégies qu'on peut avoir pour établir des habitudes saines, des habitudes de jeux vidéo. Ce serait vraiment important d'avoir une communication ouverte, de savoir combien d'heures est-ce que vos jeunes ont passé sur les jeux vidéo, apprendre à résoudre les problèmes ensemble, établir, comme j'avais dit avant, établir les limites, le contrôle familial ensemble pour qu'on n'ait pas juste un côté, moi je suis l'autorité, tu dois m'écouter, tu dois sortir de ton jeu. On va établir ces règles ensemble, puis on va les respecter ensemble aussi. On va essayer d'explorer les capacités d'adaptation possibles, puis peut-être s'engager activement dans les intérêts du jeune, jouer le jeu vidéo avec lui, essayer avec eux autres, participer à ces types de jeux-là pour que tu aies ton propre expérience, pour que tu connaisses pourquoi il est peut-être attaché, pourquoi il aime ce type de jeu-là, puis à juste connaître ou comprendre pourquoi il veut retourner à son jeu vidéo. Mais là, par la suite, ça serait encore important d'établir des règles de base, d'établir un dialogue ouvert pour que tu puisses avoir ces types de conversations-là. On va vous partager aussi ces conseils de sécurité pour les jeux vidéo-là. Tous les codes QR, c'est pour les différents types de consoles, c'est pour les différents appareils mobiles, appareils électroniques que vous pouvez utiliser. Vous informer encore plus par la suite de cet atelier pour que vous êtes plus équipés pour avoir ces types de conversations-là. Ça va être la fin de la présentation aujourd'hui, mais j'aimerais juste aussi partager les services de soutien pour les jeunes qui sont disponibles. Jeunesse, j'écoute est toujours là. Ils peuvent vous supporter ou vous connecter avec d'autres services pour les jeux problématiques, pour le jeu de hasard problématique. Puis vous pouvez aussi utiliser Allo, j'écoute pour les étudiants au postsecondaire ou à l'université. Ça va être la fin de la présentation aujourd'hui. On a juste un petit évaluation qu'on aimerait se faire remplir. Puis vous pouvez juste, on va l'envoyer dans le fond dans le courriel. Peut-être, ma belle, je pourrais te l'envoyer, Oui, oui, puis on bien peut sûr. le diffuser avec les participants. Mais Oui, pas de merci beaucoup tout problème. le monde pour votre participation. Merci beaucoup pour vos opinions aussi, puis vos expériences avec. Dans le fond, j'ai quand même du temps pour des questions s'il y en avait, mais je vais juste le retourner à ma belle pour le message concluant. Oui, merci beaucoup, Nick. Merci beaucoup pour cette présentation enrichissante. Il y a beaucoup d'informations et j'ai beaucoup appris. Votre expertise et vos conseils précieux nous aideront à mieux accompagner nos enfants face aux risques des jeux de hasard et d'autres types de jeux vidéo, bien sûr. Et aussi, j'ai vraiment apprécié votre temps et votre engagement, mes parents. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à prendre quelques minutes pour remplir le formulaire d'évaluation de BPE. J'ai déjà envoyé ça dans le chat. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si peut-être si vous avez des questions un peu après cette présentation, vous pouvez toujours nous envoyer un courriel et nous sommes heureux de vous répondre et aussi bien sûr partager ces belles ressources. Merci beaucoup tout le monde.